Bonjour à tous. Ce mouvement de contestation est né aux États-Unis il y a des dizaines d'années. Le NIMBY, Not in my backyard, pas dans mon jardin. Un phénomène qui prospère en France. Des riverains se mobilisent, crient leur colère contre une décision de l'administration. Ils refusent par exemple un centre de soins pour toxicomanes ou d'hébergement pour SDF. Trop de nuisances près de chez eux, disent-ils. Il y a 9 ans, nous avions rencontré ceux qui rejetaient l'ouverture du premier centre éducatif fermé pour adolescents multirécidivistes. Ils avaient peur. Ce sont des enfants qui sont prêts à tout, que rien ne leur fait peur. Moi, j'ai peur pour mes enfants. On ne sait jamais, il y en a un qui peut s'échapper à ce moment-là et prendre un enfant en otage pour protéger sa fuite. Pourquoi pas ? Alors qu'en est-il aujourd'hui? Nous sommes retournés dans ce village. Nous avons également enquêté sur d'autres projets ou initiatives qui provoquent la colère de riverains. Ouverture d'une décharge pour déchets industriels ou construction de lignes à très haute tension. Regardez ce reportage inédit. La plupart ne font qu'y passer en coup de vent. La gare du Nord à Paris, c'est d'abord une cadence à 500 000 voyageurs la journée. Mais c'est aussi un quartier où, derrière leurs fenêtres, certains résident depuis longtemps. Pour Henri et sa femme, cela fait 10 ans déjà. Et à la longue, la vue depuis leur appartement a un peu changé. Ça vient, ça vient. Ça vient, ça vient. Ils arrivent. Au pied de leur immeuble, les trafics de drogue sont quotidiens. Et avec eux, les nuisances en tout genre. Il y a des disputes, il y a du trafic. Ça nous dérange surtout pour les enfants à cause des seringues qui sont jetées un peu partout. Je vous signale que sous nos fenêtres, là, 2 jeunes dealers ont été tués à 10 h du matin. Règlement de compte entre petits dealers. À 10 h, oui. Le point noir, selon lui, ce sont ces toilettes en libre accès, juste sous sa fenêtre. Ça a été un poulailler à seringue, hein, cette sanisette. Les gens qui viennent, ils n'osaient plus y aller. Poulailler à seringue. Hein. Vous y allez des fois? Vous allez voir ce qu'il y a dedans? Moi, j'irai pour rien au monde, cette sanisette. J'ai trop vu de choses, non. Toute la journée, des toxicomanes s'y enferment par petits groupes pendant de longues minutes. Rien que dans les toilettes en bas de chez Henri, les services municipaux ont retrouvé l'an dernier 11 500 seringues usagées. Exaspéré, il a rejoint une association de riverains. Ils ont lancé une pétition dans le quartier pour interpeller les autorités sur le problème. Comme les gens se sont mobilisés dans le quartier, que nous l'avons observé, je l'ai observé, on a sollicité la mairie d'agir. Alors, il y a eu un peu plus de rondes de police. Ce soir, Henri et 200 habitants sont attendus par le maire de l'arrondissement. Il va leur présenter un projet controversé. La création d'une salle de shoot pour les toxicomanes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, bienvenue à notre réunion de présentation et de concertation sur le projet de salle de consommation à moindre risque pour les usagers de drogue dans le 10e arrondissement. Dans cette salle, les toxicomanes pourront venir avec leur dose de drogue et la consommer, encadrée par une équipe médicale. Le dispositif aurait fait ses preuves à l'étranger, d'après les spécialistes convoqués par la mairie. Ça existe depuis 30 ans quand même maintenant. La première était en 86 à Berne, donc on a quand même beaucoup de recul sur ce que sont les salles de consommation. Il y a eu énormément d'études. Il n'y a absolument aucun effet pervers connu aux salles de consommation. Mais pour les riverains, cette salle va créer plus de problèmes qu'elle ne va en résoudre. Henri craint de voir toujours plus de drogués en bas de chez lui. Bonjour. Mais réduction des risques pour qui? Réduction du risque pour les habitants ou réduction du risque pour les drogués? Alors pour les habitants, je crois que tout le monde se doute que ça a déjà été avec les seringues et c'est encore un formidable appel d'air. Là, vous n'avez aucune garantie sérieuse à nous proposer. Pas de ça chez nous, disent en substance les riverains. La fronde est lancée. Contrairement... Il faut absolument, comme on vous l'a déjà dit, que ce soit éloigné de tout immeuble d'habitation, puisqu'il y aura
des consommateurs, il y aura forcément des dealers. Or, les dealers, on les vit au jour le jour, on les vit heure par heure, et dans le 10e arrondissement, on n'en peut plus. Face aux critiques, difficile pour le maire de tenir un discours de santé publique. Je réponds, à mon avis, à l'intérêt général avec une proposition. Nous aurons d'autres réunions. Pour faire accepter son projet, la municipalité dit miser sur la concertation. Mais parfois, ça ne suffit pas. Dans la salle, un homme est bien placé pour le savoir. Il y a quelques années, le docteur Brugière portait lui aussi un projet pour les toxicomanes. C'était il y a 9 ans exactement. Il était directeur de Médecins du Monde. Le centre parisien de l'association affichait complet. Des précaires, des SDF ou des toxicomanes y étaient suivis. Depuis l'âge de 17 ans, je prends de la drogue, du héros, du crack. J'ai pris du Subutex, du Rivotril. Et l'héroïne, tu l'as arrêtée quand? Il y a longtemps? Il y a 2 ans. 2 ans? D'accord. Les Médecins du Monde voulaient ouvrir un autre local de soins pour les drogués dans le 18e arrondissement. Michel Brugière avait défendu le projet face aux riverains, sans parvenir à les convaincre. Nous respectons donc la décision qui a été prise, donc nous ne viendrons pas. Alors, 9 ans plus tard, les débats à la mairie du 10e arrondissement ont pour lui des airs de déjà-vu. Il préfère même quitter la salle avant de perdre son sang-froid. Au niveau des observations qui sont faites par les représentants de la population, associations ou autres, ils sont aussi cons que ceux qu'on a connus, je dois dire. Et moi, je suis vraiment très attristé de voir cette violence. Même, je trouve qu'il y a un relent raciste de haine vis-à-vis du toxicomane. Ces gens n'arrivent pas à comprendre que le toxicomane, c'est un homme comme les autres. Simplement, il est malade. Peur de l'inconnu, refus d'accueillir la misère en bas de chez soi. Les sociologues ont donné un nom à ces révoltes de riverains, les NIMBY, pour Not in my backyard. En français, pas dans mon jardin. Et on les a vus, mais la prise en charge, pourquoi on ne la fait pas ailleurs? Puisqu'il y a réduction des fonctionnaires, il y a des salles dans la... Que pèsent ces colères de riverains face à l'intérêt général? Avec le temps, ces projets décriés finissent-ils par être acceptés? À la ville comme à la campagne, il faut bien trouver une place à ceux dont personne ne veut. Saint-Denis-le-Thibou, en Normandie. Difficile d'imaginer qu'il y a 9 ans, ce village de 500 âmes était au bord de l'insurrection. Parmi ces riverains en colère, un couple d'agriculteurs, les Parés. Leurs inquiétudes venaient de ce château, à quelques mètres de leur poulailler. Là, on voit un château. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est justement le centre éducatif fermé. Donc là, vous voyez, on est vraiment tout à côté. C'est quel genre de voisins? Ce sont, entre guillemets, des délinquants. Voilà. C'est des jeunes, des ados, voilà, qui ont fait une grosse bêtise, je pense, quand même. Des grosses bêtises qui faisaient peur à Christine et à la population. Lors de notre premier reportage, le centre éducatif fermé de Saint-Denis-le-Thibou occupait les gros titres de la presse. À l'époque, c'est la première fois que l'État ouvrait un tel établissement. Une alternative à la prison pour des mineurs multirécidivistes encadrés par des éducateurs. Et où ça? Dans ce cadre bucolique, le château du village. L'endroit avait servi de parc d'attractions. Les habitants refusaient de voir s'y installer de jeunes voyous. La délinquance des villes risquait, selon eux, de débarquer dans leur coin de campagne. Christine Paré n'en dormait plus. Des écoles. Et moi, c'est surtout pour mes enfants. Quand ils reviennent du car, ils reviennent à pied. On ne sait jamais, il y en a un qui peut s'échapper à ce moment-là et prendre un enfant en otage pour protéger sa fuite. Pourquoi pas? Comme je pense que ce sont des enfants qui sont prêts à tout, que rien ne leur fait peur. Moi, j'ai peur pour mes enfants. Combat perdu, le CEF a fini par ouvrir.
9 ans plus tard, les Paré regrettent certaines de leurs vieilles peurs. Ils n'ont jamais été agressés. Moi, c'est surtout pour mes enfants. On n'a pas eu de problème, donc c'est parce qu'on ne connaissait pas non plus vraiment ce que c'était. Voilà. Et puis bon, on en avait fait un portrait vraiment... je sais pas comment expliquer ça. Très noir, oui. Si les gamins s'en sortent, s'il y a un résultat. Il faut espérer. Voilà, s'il y en a quelques-uns qui s'en sortent au moins. Depuis l'ouverture, 150 mineurs sont passés entre les murs du CEF. Selon le ministère de la Justice, en moyenne, 60% des jeunes évitent la récidive. Et n'allez pas croire qu'ils mènent la vie de château. Encore, allez, pousse, encore. Ouais, c'est bien. T'es un feignant, toi. Y'a pas que le corps qu'il faut transformer. Ouais, ma tête, ça fait longtemps que j'ai appris pas. Ça y est? Ouais, déjà prête là. Ton comportement, il a changé? Ouais. En ce moment, les jeunes s'entraînent pour le spectacle de fin d'année où la population est invitée. L'an dernier, Léo, 14 ans, avait joué les acrobates. C'était bien, ça a ramené du monde et j'ai bien aimé. C'était la première fois que je faisais ça, c'était bien. Quand ils nous regardaient, ils jugeaient pas, quoi. On a été applaudis aussi. Ça, c'est important, ça? Ouais, ouais. Ça prouve qu'ils voient qu'on peut faire des trucs bien. Mais qu'en est-il des fugues, tant redoutées par les habitants? C'est tout. Le directeur du centre, Stéphane Deschamps, n'en a recensé qu'une dizaine en 10 ans. Des fuites dont les riverains ne se sont même pas rendus compte. Peu de fois où un jeune a fugué de l'établissement, sa première motivation était de retrouver Rouen et Sadar SNCF pour retrouver les siens et son environnement. Pas de rester localement autour de Saint-Denis-le-Thiboux. Bon. Donc on n'a pas eu à souffrir de négligence ou d'incivilité de la part des jeunes quand il y a eu des fugues. Signe qu'il s'est fondu dans le décor, le CEF s'agrandit sans la moindre opposition des habitants. Certains dans le village sont même impatients de voir arriver ces 4 pensionnaires supplémentaires. Dans les commerces, les animateurs du centre sont toujours les bienvenus. Bonjour. Viens chercher le pain. Chaque année, 45 000 € sont dépensés en frais de bouche dans les boutiques du secteur. Très bien. Ça fait pas mal tout ça, non? Oui, on a 8 jeunes, donc on n'a pas le choix. Donc ça se fait ressentir quand ils mangent du pain. C'est vraiment un budget régulier qu'on peut compter dessus. Là. Donc c'est pas négligeable. Quand le centre a ouvert, vous étiez pour ou contre? Oh, assez réticent quand même, hein, je ne vais pas me le cacher. Et aujourd'hui, il n'y a aucun souci. En plus, apparemment, ça se passe bien. Même de temps en temps, on prend des jeunes en formation. Donc il n'y a pas de problème. Et en plus, ça fait un peu d'activité. Et ça fait un peu d'activité, bien sûr. Merci bien. Bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Développer l'activité, c'est souvent l'argument pour faire accepter un projet impopulaire. À Saint-Denis-le-Thiboux, le temps a exaucé cette promesse. À 150 km de là, c'est pourtant la création de 12 emplois qui a mis le feu aux poudres. Dans le village de Nonant-le-Pin, une décharge doit ouvrir. Sacrilège pour les uns, aubaine pour les autres. Et quand on essaye d'en savoir plus chez les commerçants... Non, vous voulez pas parler, c'est quoi? À cause de quoi? À cause de rien. Le silence est de rigueur. La population est divisée. Carrément. Mais bon, je parle pas. Voilà. C'est tout. Parce que vous avez peur de mettre à dos les gens? Si le sujet divise autant, c'est qu'il déplaît notamment à une catégorie de la population. Nonant et ses environs abritent les haras les plus prestigieux. Allier de Forien dirige l'un d'entre eux. Les étalons qu'elle élève valent jusqu'à 2 millions €. Chaque étalon a son paddock. On les change jamais de paddock. Ils ont chacun leur domaine. Donc là, on a le Literato. Mais c'est un cheval, par exemple, qui a gagné des courses. Quel palmarès il a? Oui, c'était un champion. Il a été battre les Anglais sur leur terre, donc c'était un crack.
Et aujourd'hui, il appartient à qui? Et il appartient à un prince arabe, Cheikh Mohamed, pour ne pas le nommer. Aliette et sa sœur Noël sont deux farouches opposantes à la décharge. Il faut dire qu'à peine 200 mètres séparent les Pur-sang du futur centre de déchets. Au chêne, là, c'est là. À partir de ma petite clôture, là, qui est tout près, ils ont acheté tout le reste. Donc on y est, on est... Ah bah oui, alors donc là, t'es chez GDE derrière ton paddock, là. GDE pour Guy Dauphin Environnement. Le numéro 2 du recyclage en France veut enfouir à côté des résidus de broyage automobile. Des mousses, des plastiques, des caoutchoucs, enterrés sur une surface de 15 stades de foot. Pour l'image du haras, de mon haras ici, c'est catastrophique. Bon, parce qu'il faut bien dire qu'un centre d'enfouissement de déchets au bord d'un endroit où on élève des chevaux d'excellence, c'est pas très bien vu. Donc moi, le risque, c'est de faire fuir mes clients. Et ça, c'est un risque, c'est une chose qui peut arriver très vite. Nous avons voulu visiter le site d'enfouissement, mais GDE nous en a refusé l'accès. On laisse rentrer personne, aucun journaliste, donc comme c'est un site privé encore, donc vous rentrez pas du tout. C'est tout à fait interdit. Et n'a pas souhaité non plus répondre à nos questions par téléphone. Pas question pour l'entreprise de stopper ce projet où elle dit avoir investi 40 millions d'euros. La décharge est opérationnelle et n'attend plus qu'un feu vert de l'administration. La partie semble perdue pour les riverains. Mais c'était sans compter sur la mobilisation de Noël et du monde du cheval. Alors là, on a répertorié l'ensemble des haras ou zones d'élevage ou centres d'entraînement de la région. C'est le plus gros employeur de l'Orne, la filière équine, hein. Il faut le savoir, hein. Donc c'est toute une filière qui risque d'être mise à mal pour des intérêts privés. Pour financer leur lutte, c'est un autre éleveur de champions qui a eu l'idée du ticket gagnant. À une dizaine de kilomètres de Nonant se trouve le haras de Thierry Bénard. Il a eu l'éclair de génie. Créer une tombola à l'étalon. Alors c'est la fameuse petit règlement qu'on avait mis en place pour notre tirage au sort. À gagner, des rabais sur le prix des saillies. Et quand on sait qu'elles valent jusqu'à 10 000 euros, les propriétaires de juments se sont rués pour y participer. On avait 80 saillies à offrir, on a eu 500 demandes. Donc il a fallu faire un tirage au sort parce qu'il n'y a pas de saillies suffisamment pour tous les gens qui s'étaient inscrits. Ça rapporte à peu près 180 000 euros. Notre idée était de ramener un petit peu d'argent, enfin beaucoup d'argent parce qu'on en avait besoin pour nos avocats, et ça a bien fonctionné. Avec ces 180 000 euros, les anti-GDE ont pu s'offrir les services de professionnels. Jacques Carle dirige un cabinet de lobbying parisien. Il est devenu leur coach. Dans une semaine, ils organisent avec Noël et les autres habitants une grande manifestation. Bonjour. Bonjour Noël. Vous allez bien? Bonjour Thierry. Bonjour Aliette. On a commencé sans vous, mais on n'a pas dit... Il est venu s'assurer que les tracts collent bien à leur stratégie. Ils vont pas tout lire, mais ils vont s'accrocher à un ou deux éléments. Et du coup, ça peut les intéresser et ça peut les entraîner à lire plus. Le combat contre la décharge n'est pas un enjeu local. C'est 3 entrées différentes. Vous voyez ? Il ne faut pas que ça reste enfermé, il ne faut pas que ce soit uniquement les gens du coin. On tue des savoir-faire exceptionnels pour enfouir des détritus. On ne peut pas dire qu'il y a... Donc ça devient un cas national, parce que là, philosophiquement, économiquement, juridiquement, il y a tous les ingrédients pour en faire une cause nationale. Non, ça, on n'aurait jamais pu le faire seul, parce qu'en fait, on n'avait pas ce sentiment de faire partie d'un groupe, et que c'était le premier qui arrivait à joindre un journaliste qui donnait, en disant, ben voilà ce que j'ai à vous dire. Ça, vraiment, toute la méthode de médiatisation de notre combat, on l'avait absolument pas. Le lobbyiste a construit le discours et pour le relayer, il a monté un comité de soutien très people avec Thierry Ardisson. Mais je trouve que tout citoyen normand, mais aussi français, devrait être concerné par ça. Luc Besson, Stéphane Bern ou encore Laurent Deutsch. Il n'y a rien à dire, hein. C'est simplement est-ce qu'on a envie de voir Versailles se noyer dans la crotte. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Côté coulisses, c'est à Paris que la guerre anti-GDE se mène. Dans le cabinet de Jacques Carle. Donc il doit être en réunion là, ils sont tous en réunion. Je vais vous les présenter. Hein ?
D'habitude, c'est plutôt pour des entreprises ou des syndicats professionnels qu'il travaille. Bonjour, donc vous avez Florent Buisson, qui est économiste. Dans son équipe, des économistes, des juristes, tous diplômés des plus grandes écoles. Ce sont des personnes qui sont payées en brut entre 5 et 10 000 euros par mois. Donc voilà, vous faites le calcul, ça fait, avec les coûts divers et variés qu'il faut ajouter, ça fait un coût mensuel de minimum 40 à 50 000 euros. Et ça, c'est le prix coûtant. Voilà. Alors, en même temps, il faut faire un peu de marge si on veut survivre. Économie, géologie, droit de l'environnement, tous ces experts ont produit des centaines de pages de rapports destinés à influencer la principale cible du lobbyiste, les politiques. On a aujourd'hui un cœur de cible d'une cinquantaine de parlementaires qui soit s'intéressent aux déchets, soit s'intéressent plus largement à l'environnement, soit sont élus de la région. Alors il y a Nathalie Kosciusko-Morizet, elle on l'a pas encore rencontrée, mais on va la voir. Il y a Hervé Morin qu'on a rencontré. Alors Hervé Morin, il est député de Haute-Normandie, il connaît bien le monde du cheval. Gérard Larcher, on l'a bien évidemment mobilisé. Gérard Larcher est vétérinaire, spécialiste du cheval. Le politique est éminemment utile parce qu'un politique qui est concerné et un politique qui intervient, ça va avoir un impact sur le gouvernement, ça va avoir un impact sur les services, et puis le politique est susceptible de se mobiliser avec nous, est susceptible d'accompagner le mouvement. Les opposants comptent leurs troupes. Seront-elles assez puissantes pour bloquer le projet? Le plus souvent, les combats de riverains ont la fragilité du pot de terre contre le pot de fer. Dans la Manche, un chantier vient de le prouver. Celui de la ligne 400 000 volts Cotentin-Maine, construite par RTE, une filiale d'EDF. Michael est en train de fixer les derniers câbles de cette ligne à très haute tension. Les travaux ont 4 mois de retard. La faute à quelques empêcheurs de tourner en rond. Ah ouais, avec les écologistes, oh oui, ça c'est le bordel. Ils ont bloqué des pistes, bloqué des accès aux pylônes pour pas qu'on travaille. Bon après, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas des conditions de travail super ça, non? Bah non, nous ça nous retarde. C'est ça le problème. Si la ligne doit être debout, elle sera debout et puis voilà, on peut rien faire. Et pourtant, ils auront tout tenté. Écologistes, riverains, agriculteurs, ils refusaient de voir le bocage normand dégradé et redoutaient les conséquences sanitaires de cette ligne à très haute tension. C'est quoi ça? C'est quoi ces méthodes là? Pendant plus d'un an, la rébellion n'a jamais faibli, obligeant les forces de l'ordre à intervenir sur ce chantier classé d'utilité publique. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une petite poche de résistance face à RTE. Le dernier pylône à relier se trouve sur la propriété d'un agriculteur, Yves Larsonneur, 53 ans. La ligne passe en plein milieu de l'exploitation où il a toujours vécu. C'est là que je gagne ma vie. C'est là que je gagne ma vie et qu'on élève nos 3 enfants, que je pense qu'ils ne sont pas malheureux. Mais aujourd'hui, RTE est arrivé nous mettre une ligne en travers de l'exploitation. Alors montrez-nous, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, un poteau, 2 poteaux, et l'exploitation, ça remonte plus haut aussi. 2 poteaux. Moi, on m'aurait dit un jour qu'il y a une ligne ici, j'aurais jamais acheté 1 hectare de terre, alors qu'on en a acheté 75. Qu'on contrevende, ben, si on fait de la plus-value, on paiera ce qu'on doit à l'État. Mais là, comme c'est parti, on aura du mal à faire de la plus-value. Et ça, RTE, je veux qu'il sache et je veux qu'il m'indemnise là-dessus. Point. RTE a proposé 160 000 € d'indemnité à Yves et sa compagne. Le couple en réclame le double et a attaqué RTE en justice. 6 mois de répit, mais la préfecture vient d'autoriser les hélicoptères à terminer le travail. Et dans le champ de l'agriculteur, campent des vigiles pour protéger le pylône. Faute d'accord sur le montant de l'indemnisation, Yves n'a pas touché le moindre centime. Ils ont dû acheter le terrain ou un truc, ils rien du tout. Ouais, comment ils font? Alors ils arrivent, ils posent le truc sans... Ah ben, quand t'as 50 flics qui t'arrivent, qui te traînent par terre pour t'enlever de devant et ils s'installent. Ouais, mais c'est comme ça depuis... Ils ont bien dû acheter le terrain. Ah ben sûrement pas.
Ça m'a troublé, c'est que de les entendre dire « Ah mais ils ont dû vous donner de l'argent, ils ont dû vous acheter votre terrain !» Putain, c'est un truc de fou. Ça vous blesse? Ah bah complètement. Parce que j'ai l'impression que les gens ils croient que on a touché de l'argent, qu'ils nous ont indemnisés, mais il n'y a rien. Nous, on a travaillé pour acheter ce putain de terrain là. Puis on nous le prend et puis voilà, et ferme ta gueule. Yves et sa compagne sont d'autant plus amers qu'ils avaient reçu de nombreux soutiens dans le voisinage. À commencer par celui de Jean-Claude Bossard, l'ancien maire de leur commune. Lui aussi a perdu son combat contre RTE. Seule issue pour lui, voilà, démissionner. Ce qui reste de mon mandat. Donc voilà, et j'ai même la carte d'identité de maire qui va avec. Jean-Claude Bossard avait convaincu 45 maires de communes voisines de s'opposer comme lui à la ligne. Les élus avaient tous pris le même arrêté municipal. Voilà, arrêté portant protection des habitants et de leur élevage, où notamment, où je me suis inspiré évidemment des réglementations qui existent à l'étranger. Mais un document de RTE a tout changé. On le surnomme le PAP, pour plan d'accompagnement de projet. Une enveloppe de 20 millions d'euros destinée à indemniser les communes traversées par les travaux. Du PAP, il s'élève à 20 millions d'euros. Il y a la liste des 64 communes impactées, avec la longueur de la ligne sur chaque commune et le calcul au prorata du PAP. Et c'est là que j'ai découvert pour le Cheufresne, on avait 2687 mètres de ligne très haute tension, qui donnait droit à 197 518 euros. Il y a des communes où ça frôle les 500 000 euros. Il y en a même ici une qui est à 535 000 euros. Enfin bref, pour la plupart, ça dépasse de beaucoup leur budget annuel. Ça a eu quel effet sur votre collectif ? Ça a eu un effet radical, puisque on était 45 communes, et puis 2-3 mois après, on n'était plus que 5. Ce système d'indemnisation est une contrainte imposée par l'État. Mais dans quel cadre cet argent a-t-il été distribué et comment a-t-il été utilisé? Pas toujours très bien, selon Jean-Claude Bossard. C'est ce qu'il veut nous montrer dans ce village administré par un ancien opposant à la ligne. Un maire qui a changé d'avis quand il a découvert le montant de l'indemnité de RTE. 155 000 euros, dépensés en partie pour ce nouveau bâtiment. Ça leur permet d'avoir une mairie plutôt côté droite qu'avant elle était côté gauche. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très important. On voit l'ancienne mairie, elle est en face là. Et donc là, ils vont se retrouver avec 2 mairies. Voilà. Un investissement qui le choque, car l'argent d'RTE devait servir à financer des travaux pour mieux intégrer la ligne au paysage, mais pas seulement. Il y avait un cahier des charges qui disait qu'il fallait un projet développement durable. Là, quand vous regardez ce bâtiment-là, il n'est pas en bois, il n'est pas en argile, il n'est pas avec des matériaux durables. Donc on voit que même le cahier des charges du PAP n'est pas pris en compte. L'ancienne mairie sera transformée en logement. Sur le chantier, nous apercevons le maire du village. Il a refusé nos demandes d'interview. Nous l'interrogeons en caméra discrète. Et à notre grande surprise, l'élu continue de craindre pour ses habitants les 400 000 volts de la ligne à haute tension. Est-ce qu'il y a du danger aujourd'hui? On peut supposer que oui. Et pourquoi on ne nous confirme pas? Parce qu'ils savent sans doute. Et le PAP, ça permet d'oublier ça, ces risques? Non, pas du tout. On a acheté. Oh non, de toute façon, s'il y a des risques, il y a des nuisances au niveau de la ligne, qu'on ait de l'argent ou pas, on va avoir les risques quand même. Mais vous dites, vous êtes acheté? Vous considérez comme acheté? Pas acheté, enfin... Non, on n'est pas acheté parce qu'on a encore libre de faire ce qu'on veut, mais... Vous imaginez, qu'on vous propose de l'argent, que vous la laissez filer et que vous ayez quand même les nuisances. Je pense que vous feriez à ma place. Vous connaissez la réponse. Mais une fois l'argent accepté, plus question de se plaindre pour les élus. Nous nous sommes procuré un exemplaire du contrat liant RTE à une mairie. Le versement de l'indemnité ne se fait qu'à une condition fondamentale. À l'article 7,
il est stipulé que la mairie s'engage à ne rechercher la responsabilité de RTE en aucune manière pour les préjudices que le bénéficiaire pourrait subir du fait de la ligne. En clair, la commune s'engage à ne pas poursuivre l'entreprise en cas de problème. Alors, RTE achète-t-il le consentement des populations? Dans ces locaux, le directeur de l'aménagement n'aime pas trop parler d'argent. Carte à l'appui, il rappelle que 30 km de détours ont été consentis, le fruit de 7 années de concertation. Et dans cette affaire, c'est l'intérêt général qui aurait primé. Oui, cette aire d'étude, c'est le très bleu. Dans l'ensemble, est-ce qu'un projet comme celui-là, est-ce qu'il peut se faire sans avoir prévu une certaine somme d'argent pour indemniser tout le monde? Alors, il y a une notion d'indemnisation, mais une notion aussi d'intégration environnementale. Parce que là, vous voulez me faire dire qu'on achète. C'est pas acheter, on n'achète pas. Ce sont des mesures qui sont liées à de l'intégration environnementale, aux intérêts publics, etc. Donc qui bénéficient à la collectivité. Enfin, dans certains cas de mairie, il y a eu des financements pour rénover une gendarmerie, une salle des fêtes ou construire une nouvelle mairie. On est quand même assez loin du développement durable. Oui, mais on est dans le cadre de projets d'intérêt public. Au total, entre les collectivités et les particuliers, RTE a versé 60 millions d'euros dans ce qu'il appelle des mesures d'accompagnement. Un record en signe d'inflation. Pour un projet similaire, l'entreprise paye 30% de plus d'indemnités qu'il y a 10 ans. Dans ce coin de Normandie, les riverains ont perdu la partie. Mais à Nonant, le combat continue. Malgré la pluie, la manifestation contre la décharge va commencer. Et Noël est un peu tendu. C'est mauvais, il fait froid, donc on a été obligé de changer un peu toute notre logistique, de changer la tente de place. Les gens de la Sono ont été obligés d'aller rechercher du matériel étanche. C'est un peu une journée difficile. Ils espéraient 1 millier de personnes. Avec le temps, quelques centaines seulement ont fait le déplacement. J'ai même pas vu comme c'était beau là, faut que j'aille voir quand même. Jacques Carle, le lobbyiste, est là lui aussi. Ils ont tous rendez-vous devant l'entrée de la décharge. Depuis notre dernière visite, les opposants sont montés en puissance. Et leur porte-parole, Thierry Ardisson, a même été reçu au ministère de l'écologie. Ça va, vous êtes couvert, Thierry? Elle a été très bien, elle nous a très bien reçus. Ce matin, le député de la circonscription voisine, Yves Goasdoué, a reçu un coup de fil du ministère. Il l'a chargé d'annoncer une bonne nouvelle. Bonjour à toutes et à tous. L'administration demande une contre-expertise. En attendant, elle n'autorisera en aucun cas l'ouverture du site. Nous avons donc un moratoire de fait. Autrement dit, l'ouverture de la décharge est gelée. La guerre n'est pas finie, mais la joie de Noël est à la mesure de son investissement. 7 ans de travail, jour et nuit, 7 ans de nuit sans sommeil et 7 ans de renonciation à ma vie personnelle. Et du coup, là, cette annonce, qu'est-ce que ça vous fait? Champagne. Champagne, de la joie, des larmes, et puis énormément de satisfaction. Et si les gens de Nonant venaient à l'emporter? D'autres riverains en France, sans doute, seraient tentés d'emprunter leur sillon. À Paris, 6 mois après notre tournage, la salle de shoot vient de connaître un coup d'arrêt. Après la plainte d'une association, le Conseil d'État recommande l'adoption d'une loi avant de commencer l'expérimentation. De quoi retarder le projet de plusieurs mois, au moins jusqu'aux élections municipales. Bonjour Axel Kahn. Bonjour. Alors vous êtes connu du grand public parce que vous êtes un généticien, vous êtes un grand scientifique, vous avez été président d'université. Aujourd'hui, votre parole nous intéresse parce que vous venez de publier un livre qui s'appelle L'homme, le libéralisme et le bien commun. Alors, est-ce que vous connaissez ce phénomène des NIMBYs? Je le connais très bien et j'y ai été confronté moi-même. En tant que président d'université, il y a toujours naturellement d'importants projets immobiliers et je me rappelle en particulier 2 projets. L'hôpital mère-enfant
Necker et puis un projet d'un très grand centre de recherche en génétique. Les deux se sont opposés à une levée de bouclier d'associations de riverains qui considéraient que peut-être on allait s'élever d'1 mètre de plus, qu'il y aurait des nuisances, etc., etc. Donc je connais très bien. Et ça vous a mis en colère, cette réaction, parce que vous êtes de formation médicale, vous êtes médecin, et de voir des riverains protester contre quelque chose dont ils pourraient avoir l'usage? Ça ne m'a pas mis en colère parce que je comprends toujours les gens quand ils s'inquiètent. Là, je crois que c'était totalement illégitime et naturellement, j'aurais été en colère s'ils avaient eu gain de cause. On ne peut pas traiter globalement de la question, car parfois on va avoir plutôt de la sympathie pour l'inquiétude des riverains. D'autres fois, on va considérer que c'est du pur égoïsme et il y a toute la gamme. En réalité, dans la société, il y a l'intérêt général. On va dire les systèmes démocratiques le font valoir. Il y a d'autre part les mouvements associatifs, qui est tout à fait les corps intermédiaires, et puis il y a les particuliers. Et tout, effectivement, est dans l'articulation entre ces interventions légitimes des particuliers, des mouvements associatifs, des mouvements des corps intermédiaires, et effectivement de l'État qui doit faire valoir l'intérêt général. On voit très bien que dans les extrêmes, il n'y a rien à gagner. La dictature de la majorité est inacceptable, l'égoïsme tout-puissant du particulier est inacceptable. Entre les deux, il y a une démocratie vivante. Vous qui avez effectué un grand voyage à pied en France ces derniers mois, du mois de mai au mois de juillet, est-ce que vous l'avez rencontrée, cette France-là, cette France qui proteste, qui n'est pas contente de décisions prises parfois par une administration qu'ils ne comprennent pas? Alors j'ai rencontré la France qui n'est pas contente, la France qui est contente, qui en bénéficie, les deux en même temps, et la crainte, dans les milieux ruraux en particulier, ou dans les petites cités, qui connaissent les incivilités, mais pas véritablement l'insécurité. Ils ont une peur encore démultipliée de l'insécurité, d'autant plus qu'ils ne la connaissent pas. Mais ils la voient à la radio, à la télévision, et on a vu cela avec ce centre fermé d'éducation, par exemple. Ils imaginent immédiatement les voitures qui brûlent, les hordes de voyous, etc., etc. Et ça, c'est l'un des phénomènes du mal-être que j'ai côtoyé durant mon chemin en France. Alors comment vous l'expliquez, ce mal-être, ce rejet avant même la connaissance? Alors, ces gens-là ont le sentiment qu'ils ne sont plus du tout maîtres de leur avenir. Ils ont l'impression que le présent est une dégradation par rapport au passé et ils sont persuadés que l'avenir est bien pire. Et ils sont, en quelque sorte, manipulés, conduits vers cet avenir abominable par les autres, les étrangers, Bruxelles, Paris, jadis, etc., etc. Est-ce que vous pourriez être un NIMBY, Axel Kahn? Certainement. Je veux dire que si d'un seul coup, on me dit, voilà, on va faire passer une ligne haute tension dans vos 2 hectares où vous avez vos chevaux, et ben, sur le moment, je vais râler. C'est absolument évident. Cela étant dit, je n'irai pas jusqu'à dynamiter les pylônes. Je voudrais être écouté, je voudrais regarder qu'on m'explique qu'il n'y a pas d'autre solution et s'engager dans ce type de dialogue. Merci Axel Kahn d'être venu ici répondre à nos questions.